Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va explorer un outil de connaissance de soi qui est vraiment fascinant, l'énéagramme. Et pour ça, on va s'appuyer sur un livre qui fait référence, celui de Richard Rohr et Andreas Seber, qui s'appelle justement l'énéagramme, les 9 visages de l'âme. C'est vraiment un outil puissant pour qui veut mieux se comprendre. Et tout part d'une question? Une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre. Qui suis-je, au fond, vraiment? D'ailleurs, le livre le dit très bien. C'est une sacrée ignorance de ne pas savoir qui on est. Et c'est exactement là que notre exploration commence. Alors, avant d'aller plus loin, il faut tout de suite mettre les choses au clair. Parce que, oui, on entend souvent cette critique, encore un système pour mettre les gens dans des cases. Eh bien non, justement. Les auteurs insistent beaucoup là-dessus. L'énéagramme, ce n'est pas fait pour nous cataloguer, pour nous enfermer. C'est tout le contraire. L'idée, c'est de nous donner une clé pour sortir de la boîte dans laquelle on s'est mis tout seul. Alors, c'est parti pour notre première étape, la quête de soi. Pour se comprendre, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces petites voix, de ces schémas qui tournent en boucle dans notre tête et qui, bien souvent, dirigent notre vie sans même qu'on s'en rende compte. Vous voyez, on est souvent guidé par des sortes de compulsions, des schémas qui se sont installés très tôt dans notre vie. C'est un peu comme un pilote automatique. Au début, il a été super utile, il nous a aidés à nous adapter et à survivre. Mais avec le temps, ce même pilote automatique peut devenir une vraie limitation. Et c'est là que l'énéagramme intervient. Il nous aide à reprendre les commandes, à rendre conscients ces moteurs qui tournaient en arrière-plan. Ok, mais comment on fait pour naviguer dans ce territoire intérieur qui est parfois un peu brumeux? Eh bien, c'est là qu'on sort notre outil principal. L'énéagramme, c'est un peu comme une très très vieille carte de l'âme, une carte de notre propre paysage intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? L'ennéagramme, c'est un système psychologique et spirituel très ancien. On pense que ses racines plongent du côté du sufisme ou même de la Kabbale. En gros, il décrit neuf visions du monde, 9 manières fondamentales de fonctionner. Mais attention, et ça, c'est vraiment le point le plus important. L'étude d'une carte ne remplace jamais l'expérience du terrain. La carte n'est pas le territoire. Autrement dit, l'énéagramme, c'est un guide, c'est un point de départ pour une exploration personnelle. Ce n'est pas une étiquette qu'on se colle sur le front. C'est le début de l'aventure, pas la destination finale. Bon, maintenant qu'on a la carte, il faut comprendre comment elle fonctionne. Pour ça, on va parler de 3 grands centres. Le ventre, le cœur et la tête. C'est un peu comme les 3 moteurs principaux qui animent les 9 types. Ce sont les filtres à travers lesquels on perçoit le monde. Voilà. L'idée, c'est que chacun d'entre nous a un centre dominant, une sorte de base à partir de laquelle il traite l'info. C'est vraiment le fondement du système. La question à se poser, c'est, quand il se passe quelque chose, quelle est la toute première réaction? Est-ce que ça vient des tripes, du cœur, ou est-ce que ça moulinote d'abord dans la tête? D'abord, le centre du ventre, le centre instinctif. On y trouve les types 8, 9 et 1. Eux, ils sont gouvernés par leurs tripes, par leur intuition viscérale. C'est le centre de l'action, de la réaction spontanée. Leur grande affaire, c'est le pouvoir, le contrôle, contrôler leur environnement ou résister à celui des autres. Ensuite, on a le centre du cœur, le centre émotionnel. Là, ce sont les types 2, 3 et 4. Pour eux, tout tourne autour des émotions, de la connexion aux autres. La grande question, c'est qu'est-ce que les autres pensent de moi? Comment être aimé? Comment être reconnu? Tout est filtré par le prisme des relations et de l'image. Et pour finir, le centre de la tête, le centre mental, avec les types 5, 6 et 7. Là, on est dans le monde de la pensée, de l'analyse, du besoin de sécurité. Pour eux, la vie est un peu un mystère à résoudre, un échiquier sur lequel il faut anticiper les coups. Ils cherchent à comprendre, à planifier, pour se sentir en sécurité dans un monde qui leur paraît souvent un peu chaotique. Ok, on a nos 3 centres. Maintenant, voyons un peu comment ça se traduit dans la vraie vie. On va prendre un petit aperçu, juste pour illustrer. On va mettre côte à côte 2 types qui n'ont a priori rien à voir. Vous allez voir, c'est assez parlant. Regardez-moi ce contraste. D'un côté, on a le type 1, le perfectionniste. Il vient du centre du ventre, de l'instinctif. Sa motivation profonde, c'est d'être bon, d'être juste. Son piège, une colère rentrée contre l'imperfection du monde et une autocritique permanente. C'est quelqu'un de sérieux, de discipliné. Et de l'autre côté, paf, le type 7, l'épicurien. Lui, il vient du centre-tête. Sa motivation, c'est d'être heureux et surtout d'éviter la souffrance. Son piège, c'est de planifier sans arrêt pour ne rien rater, cette fameuse peur de manquer. C'est une énergie hyper enthousiaste, optimiste. On a vraiment 2 mondes, 2 stratégies de vie complètement différentes.
Et ça nous ramène à notre point de départ qui est crucial. Un chemin, pas une boîte. Il faut vraiment insister là-dessus. Le but de tout ça, ce n'est pas de se dire « Ah, je suis ça, point final ». Non, le but, c'est la croissance. L'idée, elle est là. Le but n'est pas de rester bien au chaud dans sa boîte. Le but, c'est de comprendre comment elle est faite pour enfin pouvoir en sortir. Connaître son type, c'est comme si on allumait la lumière dans sa propre prison. On voit enfin les murs, les barreaux, et du coup, on peut commencer à chercher la sortie. Et cette phrase du livre résume tout parfaitement. Ce qui était plaisir devient fardeau. C'est exactement ça. Le mécanisme qui, un jour, nous a sauvé la vie, notre stratégie de base, eh bien, à force de l'utiliser, il finit par se retourner contre nous. Notre plus grande qualité, poussée à l'extrême, devient notre plus grand défaut, notre plus lourd fardeau. Alors, concrètement, comment on avance ? Le chemin est assez simple en théorie. D'abord, on identifie son type de base et le piège qui va avec. Ensuite, étape super importante, on observe comment ça se manifeste jour après jour, mais sans se juger, juste observer. Puis, petit à petit, on apprend à desserrer l'étau, à relâcher la pression de cette compulsion. Et enfin, on s'ouvre pour intégrer les forces des autres types, pour devenir plus complet, plus équilibré. Et tout ça nous laisse avec cette question finale. Quel est le chemin vers la liberté ? En comprenant ces mécanismes, en identifiant ses propres schémas, on ne trouve pas juste une description de qui on est aujourd'hui. On trouve une véritable feuille de route pour devenir qui on pourrait être. Finalement, la carte est entre nos mains. Le voyage, lui, ne fait que commencer.